de ces différents segments. Donc, sur cette diapo-là, donc là, on retrouve les principaux, de toutes les espèces d'hantavirus qu'on retrouve dans le genre orthohantavirus. Donc, c'est principalement donc, avec un taux d'évolution donc, en termes de diversité au niveau du segment L autour de 40%, et au niveau du segment M, 60%, et au niveau du segment S, donc 57%. Donc, ça, c'est principalement toutes les espèces des orthohantavirus qui ont été rapportés au jour d'aujourd'hui. Donc, on trouve, et les principaux qui sont une grande importance en pathologie humaine, actuellement, on a les hantavirus de Nouveau Monde, donc on trouve le virus Andes, on trouve les Cynombrés, on trouve Choclo, on trouve Laguna, on trouve Joaquitiba. Donc, vous voyez très bien, c'est des espèces différentes. Et au niveau de l'Ancien Monde, donc on a le virus Antane, on a le virus Pumala, qu'on retrouve principalement en Asie, on a le virus Dobrava, qu'on retrouve principalement dans la région des Balkans, le virus Sioule, donc il est une distribution mondiale, ou le virus Tula, qui a été découvert récemment, on retrouve principalement en Europe. Donc ça, c'est les principaux hantavirus qui ont été associés dans la pathologie humaine et qui ont une importance en pathologie humaine. Et chose très importante quand on parle d'hantavirus, donc ils ont une restriction géographique par rapport à leur distribution. Chaque espèce d'hantavirus, on va la retrouver dans une région géographique bien particulière. Quand on parle par exemple du virus Pumala, on va le retrouver principalement en Europe. Donc si on va trouver par le virus Andes, on va le retrouver principalement en Amérique du Sud, et en Amérique du Sud, dans certaines régions d'Amérique du Sud, principalement dans certaines régions de Chili et d'Argentine. Si on va parler par exemple du virus Cynombré, on va le retrouver principalement aux États-Unis, dans certaines régions des États-Unis. Donc vous voyez très bien qu'il y a une relation, une restriction géographique par rapport à la distribution des différentes espèces de ces hantavirus. Et cette restriction géographique, elle est directement liée à leur réservoir. Donc il y a une association très proche entre virus, espèces d'hantavirus et rongeurs. Et quand on parle de ça, quand on voit toutes les espèces éventuellement où les hantavirus ont été décrits, donc ça c'est la plupart, ça c'est dans cette diapo, donc on voit les animaux dans lesquels on a retrouvé des rongeurs. Donc on a bien sûr, on a les rongeurs dans l'ordre de Rodentia. Et donc dans ce genre-là, donc c'est là où on va retrouver principalement les hantavirus zoonotiques, c'est-à-dire qui peuvent être transmis vers l'homme. Donc c'est uniquement au niveau de ce genre-là, donc au niveau des rongeurs, avec les différentes familles des rongeurs, principalement les muridés, la famille des chrysipidés. Donc c'est au niveau de ces familles-là, au niveau des rongeurs, qu'on va retrouver des hantavirus zoonotiques transmissibles à l'homme. Au niveau des autres espèces d'animaux, comme les chauves-souris ou bien comme d'autres insectivores, donc on a décrit des hantavirus, mais qui ne sont pas pathogènes pour l'homme. Donc les hantavirus pathogènes pour l'homme, c'est uniquement au niveau des rongeurs. Et quand on parle des rongeurs, il y a une relation particulière entre hantavirus et bien sûr certaines espèces de rongeurs. Par exemple, si on va vers dans l'espèce des rongeurs, les muridés, on va retrouver certaines espèces d'hantavirus qui sont associées à ces rongeurs-là, comme par exemple le virus Antane, le virus Dobrava et le virus Sioule. Si on va parler par exemple un autre type de rongeurs, ce sont les arvécolinés, on va retrouver certaines espèces d'hantavirus comme le virus Pumal et le virus Tula. Et quand on va parler d'un autre type de rongeurs, ce sont les sigmodontidés ou bien les notominés, donc on va retrouver d'autres espèces de rongeurs comme le virus Andes et le virus Cynombré et d'autres espèces de hantavirus. Vous voyez très bien, donc il y a une restriction, il y a une relation particulière entre type de rongeur et hantavirus. Et bien sûr, ça c'est le fruit en quelque sorte d'une coévolution depuis le temps entre rongeurs, un type espèce de rongeur et espèce de hantavirus. On voit très bien sur cette diapo-là, peut-être qu'il n'est pas très bien clair, mais on voit très bien pour chaque type de rongeur, pour chaque type espèce de rongeur, on va lui trouver son espèce d'hantavirus qui lui était associée. Donc, on a une restriction d'espèces entre espèces de rongeurs et espèces d'hantavirus qui lui étaient associées. Et sur cette diapo-là, donc on voit par exemple le virus Antane, donc l'espèce de rongeur dans lequel on va retrouver ce virus-là, donc ce sont les Apidemys agrarius. Dobrava, donc c'est un autre type de rongeur, c'est l'Apodemys flavocolis.
Les virus CEO, c'est le Ratis norgibicus, donc c'est un type de rongeur qui a une distribution mondiale. Et si on voit le virus Andes, donc dans la deuxième partie, donc le virus Andes, donc on va le retrouver principalement au niveau de cette espèce-là, c'est l'Isologyrhizomys longicodatis, donc c'est le pygmée des rizières. Donc vous voyez très bien donc, une association vraiment très restreinte entre type de hantavirus, espèce d'hantavirus et espèce de rongeur. Et ça, ce qui explique l'épidémiologie des hantavirus. Donc, chaque région du monde, on va retrouver des rongeurs bien particuliers qui sont adaptés à l'écologie locale. Et bien sûr, il y a certains types de hantavirus qui lui sont associés. Donc, ça explique la distribution géographique dans le monde des hantavirus. Donc, ça suit directement l'épidémiologie ou bien la distribution mondiale des rongeurs. Donc, si on cherche par exemple le pygmée des rizières, on va le retrouver principalement en Amérique latine, au niveau du Chili et de l'Argentine, et bien sûr, l'espèce de l'hantavirus qui est associée à ce type de rongeur, c'est l'Andes. Si on va parler par exemple du virus Pumala, donc le campagnol qui circule, on le va retrouver principalement en Europe. Donc, on va l'espèce d'hantavirus qu'on va trouver associée à ce type de rongeur, c'est le virus Pumala. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois chaque type de rongeur a ça a une distribution géographique bien particulière. Et bien sûr, si on va lui retrouver un type d'hantavirus qui lui était associé. Donc, c'est ça ce qui explique l'épidémiologie mondiale des hantavirus. Et en Algérie, L'infection des hantavirus et les rongeurs. Donc, on a très bien dit, donc, pour chaque type de rongeur, on a un virus spécifique d'hantavirus. Donc, il y a une spécificité entre hantavirus et rongeurs. Donc, les rongeurs donc, apparemment ils font une infection qui n'est pas apparente, donc ils font une infection chronique avec une infection persistante dans les différents tissus du rongeur. Et les rongeurs donc, vont assurer une excrétion continue dans le temps de ces hantavirus, donc consécutive à cette infection chronique. Donc, les rongeurs, donc, ils vont excréter les hantavirus donc, dans les urines, donc les fesses, donc dans la salive, donc tous les excréments des rongeurs. Et bien sûr, et ce pic-là d'excrétion de virus par les rongeurs donc, se fait principalement les premières semaines de la maladie. Une autre particularité aussi très importante qu'on était de la stabilité des hantavirus dans l'environnement. Donc, une fois que les rongeurs vont excréter ces virus au niveau de l'environnement, donc le virus peut rester stable dans l'environnement de 10 jours jusqu'à 15 jours, tout dépend des conditions écologiques locales. Donc, par exemple, on a estimé quand la température elle est aux alentours de 20 degrés avec une certaine humidité, donc le virus peut persister dans l'environnement pendant 15 jours. Donc ça rajoute un peu, expliquer un peu l'épidémiologie des virus en termes de transmission par les aérosols. Donc le virus semble sensible à la dessiccation et bien sûr, au niveau du laboratoire, les moyens de décontamination, donc le virus il reste sensible à la plupart des solutions de décontamination possibles comme l'hypochlorite de sodium, les ammoniaux quaternels et la plupart des agents de désinfection qui sont disponibles chez nous. Mais très important qu'il faut garder à l'esprit que le virus peut rester stable dans l'environnement jusqu'à 15 jours si les conditions climatiques locales, principalement en termes de température et d'hygrométrie, sont favorables. Donc ça va rajouter, explique un peu l'épidémiologie de transmission du virus. Donc, en termes de transmission, donc ça a été dit tout à l'heure, donc l'homme s'infecte principalement par les inhalations des particules virales aérosolisées, excrétées dans les urines, les fesses et les salives des rongeurs. Donc, le virus, il est excrété par les rongeurs, il reste stable dans l'environnement 10-15 jours, et là, les risques d'aérosolisation de ces excréments augmentent, et l'homme, s'il va s'introduire au niveau des écologies locales, ou là où le virus circule de façon enzotique, donc il peut s'infecter. Donc, c'est tout simplement, c'est comme ça. Donc, le virus, il va circuler de façon chronique et de façon enzotique entre les rongeurs. Donc, les rongeurs, ils sont en contact entre eux en communauté. Donc, le virus, il va circuler entre les rongeurs et l'expression de ces rongeurs, de ces virus-là dans l'environnement et la mise en suspension de ces virus dans des particules contaminées. Donc, l'homme peut s'infecter par inhalation de ces excréments aérosolisés. Et le risque, donc c'est ça principalement de transmission zoonotique de l'animal, qui sont les rongeurs vers l'homme. Et le risque de transmission d'homme à homme
de ces virus-là, donc, n'a été décrit, comme ma collègue l'a dit, uniquement pour le virus Andes, et on a très peu de cas qui ont été rapportés dans la littérature. Donc, la première description de transmission d'homme à homme des virus Andes a été rapportée en 96, bien particulièrement en Argentine. Donc, ils ont décrit 16 cas avec 9 décès. Donc, c'est la première description de transmission d'homme à homme de ces virus-là. Par la suite, il y a quelques foyers qui ont été décrits par la suite en 98, toujours en Argentine. Par la suite, dans la région, avec un cas exporté aux USA en 99. Toujours en Argentine, au Buenos Aires. Donc, il y a 13 cas qui ont été confirmés dans un cluster familial. En 2011 aussi, il y a 15 cas de transmission intérimaire qui ont été rapportés. Et le dernier épisode de transmission d'homme à homme de ce virus-là, donc remonte en 2018. Donc, c'était en Argentine, dans les Ipuriens. Il y a 34 qui ont été cas de transmission de cas homme à homme qui ont été rapportés, avec 11 cas de décès qui nous fait un taux de létalité de 30%. Vous voyez très bien que les épisodes de transmission homme à homme de ce virus Andes, ils sont vraiment associés à cette région géographique où le virus Andes circule. Donc, c'est principalement l'Argentine et le Chili. Et les épisodes de transmission homme à homme de ces virus-là, donc ils sont rares, donc ils sont associés à des événements où le contact rapproché homme à homme, il est très proche. Comme ce dernier épisode qui a été bien étudié, celui de l'Argentine en 2018, on voit très bien donc sur cette diapo-là, donc les cas de transmission donc, ont été associés à des rassemblements sociaux, par exemple des anniversaires ou bien de visite d'un malade. Donc il y a toujours cette notion de contact rapproché entre un homme malade et un homme non malade. On voit très bien, et dans cet épisode-là de transmission qui a été bien étudié en 2018 en Argentine, donc on peut aller jusqu'à 4 générations de transmission depuis le cas index. Vous voyez très bien, et le risque de transmission à partir d'un homme malade, donc ça peut être entre une personne jusqu'à 3 personnes. Donc ça, c'est l'épisode le plus étudié et le plus important de transmission, d'un événement de transmission d'homme à homme qui a été rapporté jusqu'au jour d'aujourd'hui, avant le dernier épisode de 2026. Et voilà, vous voyez très bien que le R0, donc c'est la capacité de transmission durant cette épidémie de 2018, il était, avant la mise en œuvre des mesures de confinement, il était aux alentours de 2. Et après la mise en place des mesures de contrôle en termes d'isolement et tout ça, donc ce risque R0, donc capacité de transmission d'homme à homme, donc a été réduit à moins de 1. Voilà, donc j'ai terminé la première partie par rapport aux aspects virologiques de ces virus-là. Donc je passe, je ne sais pas comment on va faire, on passe la parole à mon collègue Zerouane, ou bien on faire une session questions-réponses oui, avant de passer par la suite. Je pense qu'il y a une question qui dans le chat. Alors les gens posent la question, quelle est l'espèce de rongeur qui circule en Algérie? Merci pour cette question. Donc pour les espèces de rongeurs qui circulent en Algérie, donc on a principalement dans la famille des Muridés, donc on a principalement le Rattus norvegicus, ça c'est l'espèce la plus connue. On a bien sûr des petites souris qu'on appelle les mus micus, je ne me rappelle pas très bien du nom, donc c'est très important, c'est ça qui circule. On a les gerboises au sud, voilà, donc ça c'est principalement les espèces qui sont endémiques dans notre Algérie. On a bien sûr le compagnon qu'on retrouve dans les régions des forêts, c'est le compagnon méditerranéen, donc c'est pas le compagnon flavis qu'on retrouve en Europe. Donc, c'est des espèces de rongeurs qui sont différentes à celles qu'on retrouve en Europe et en Amérique. Donc, voilà, globalement, est-ce qu'ils sont à risque d'être... Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de travaux qui ont été faits par rapport à ça. Si on veut faire l'association avec le virus Andes, on peut dire qu'on n'a pas des espèces de rongeurs qui circulent en Amérique latine dans notre pays. Donc, sur ce côté-là, bon, théoriquement et scientifiquement parlant, donc on n'a pas des espèces de rongeurs compétentes pour la transmission du virus Andes. Le seul risque éventuellement qui peut exister chez nous, on a des espèces endémiques de Rattus norvegicus. C'est une espèce qui a été décrite de transmettre le virus Siour dans d'autres pays. Il y a des cas d'importation de ces rongeurs-là qui a été rapporté dans la littérature dans d'autres pays. Voilà, donc le risque principalement, donc c'est par rapport à ça. Et bien sûr, il faut faire des travaux de recherche, aller au niveau de la faune sauvage et rechercher. Peut-être qu'on a des espèces endémiques chez nous
par rapport à certains virus, dont un virus. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cas ou bien de rapport scientifique qui rapporte la circulation des virus hantavirus au niveau des rongeurs, au niveau de notre pays. Il y a des travaux qui ont été faits dans l'épidémie qui a été en 2007 dans le néphrite épidémique à Bel Abbas. Je pense que nos collègues à l'époque, ils ont essayé de travailler sur les rongeurs, mais je pense qu'ils n'ont pas trouvé de traces d'hantavirus, les rongeurs capturés à cette époque-là. D'accord. S'il y a d'autres questions. Madame Bougam, vous nous entendez? Madame Bougam. Je vous entends. Alors, il y a le type d'espèce qui a été détecté en 2007 en Algérie. Madame Bougam. Contamination par inhalation, vous avez parlé d'excréments aérolisés. Les dernières questions. Les deux dernières. On ne vous écoute pas, Madame Bougam. Vous ne m'entendez pas? Ça. Roche vers la fin, à 10h23. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? ابتهال روحي ل 10h23. اي والله. ايه بس هنا في البي سي نحبستهم قبل. مدام بوغام. نعم. أنا نسمع فيك بيان. Ah d'accord. Je fais 10h23, c'est des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Bougam? هنا في الشات نشوفوا في الشات. شوفي في le chat, شوفي في le chat. Pour la contamination par inhalation, vous avez parlé d'excréments aérolisés. Oui. Ensuite, la deuxième question, il a mis un point d'interrogation. Madame اليوم الأول. وشنو؟ Oui. Est-ce que l'étiquette va augmenter pendant les vacances? Je pense que c'est des questions. On passe à quelles sont les zones géographiques à risque? Tu les questions, Zerouel. Oui, oui, oui. أنا ما في Tu les questions. On a répondu à la question des rongeurs qui circulent en Algérie. Ça a été abordé. Est-ce qu'il y a un risque de transmission par rapport aux rongeurs? Je pense que le professeur Hachid était clair. Donc, jusqu'à Oui, le... ça a été clair. Mais là, il y a d'autres questions. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou là? On prend les questions, on va défier, on va voir le chat. Je peux descendre là, je descends. Ah, نقدر نحبط من هنا. 10h23, بدأ ب 10h23. 10h23 نطلع لفوق. Mais je pense que si on avance, il y aura des réponses par rapport à ces questions. Hein. Ouais. Bonjour. Chaque partie a eu des réponses. C'est 10h23. Moi, quand je vois les questions, Coupe du Monde et hantavirus, quel risque? Je préfère qu'on avance et ensuite on revient vers ce genre de questions. Quelles sont les zones touchées actuellement en Algérie? Il n'y a pas. On avait dit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Un problème. J'essaie de voir des nouvelles. On va parler des manifestations cliniques justement. Il faut laisser le docteur Zerouel essayer de présenter comme ça, il va vous en parler. Quels sont les risques les plus graves? Donc tu vas en parler. Intérimaire pour le virus, donc on a répondu. Si tu peux parler, les risques de transmission intérimaire pour le virus. Le type d'espèce qui a été détecté en Algérie. Après, je réponds sur ça. Voilà, toi, tu réponds sur la transmission humaine, je réponds à détecter en 2020. Tu prends la. Tu réponds à cette question? Je pense que j'en vais.
La transmission clinique. Monsieur, ça a été dit. Ah oui. On والespèce اللي خلقتها Andes. non تاع 2007 خلقت الجزائر. Tu as répondu. Ouais, il y a pas. Alors, c'est juste par rapport aux questions pour la transmission interhumaine, je pense qu'on a bien expliqué que Exactement. la transmission interhumaine reste exceptionnelle. Elle a été décrite dans une zone géographique bien précise en Argentine et au Chili. Et qu'il faut avoir un patient, c'est-à-dire un malade qui tousse, un malade avec qui on a un contact très rapproché pour qu'on soit contaminé. Deuxièmement, pour l'Algérie, l'épidémie de néphrite en 2007 à Sidi Bel Abbès a été rattachée à un hantavirus parce qu'il y a des tests sérologiques qui ont été faits, mais en fin de compte, ça a été répondu ça a été dit par le professeur Hachid, il n'y a pas eu d'espèces de rongeurs qui ont été détectés porteurs de hantavirus. Donc, on n'est pas très sûr que ce soit une infection à hantavirus. Alors, j'enchaîne avec les manifestations cliniques. Je pense que c'est important de connaître quels sont les différents types d'infections à hantavirus chez l'être humain. On distingue d'une manière globale trois formes. Une forme asiatique due au virus Hantan et Séoul. Ça donne une fièvre hémorragique avec un syndrome rénal. On a une forme européenne qui ressemble à la forme asiatique, mais qui est due essentiellement au virus Pumala et Dobrava Belgrade. Et on a la forme américaine due au virus Sinombre et virus Andes, qui donne essentiellement un syndrome cardio-pulmonaire à hantavirus. La première forme asiatique, l'incubation, elle est de 10 à 25 jours en moyenne, avec des extrêmes entre 4 et 42 jours. La maladie va durer 3 semaines jusqu'à 3 mois, donc c'est une maladie quand même qui dure longtemps. Et il y a eu succession de 5 phases. On a une phase associant fièvre et syndrome algique, ensuite une phase qui donne une hypotension, associée souvent à une phase qui donne une oligurie, ensuite une phase polyurique et à la fin une phase de convalescence de longue durée. La première phase, faite de fièvre et de syndrome algique, dure généralement 10 à 14 jours, où nous aurons une fièvre variant de 38 jusqu'à 41 degrés Celsius, frisson, sueur, asthénie, une anorexie avec une soif importante et des douleurs lombaires, des céphalées rétro-orbitaires, des douleurs abdominales, thoraciques et des douleurs musculaires. Nous avons également des signes oculaires qui peuvent attirer donc l'attention du médecin dans les zones endémiques, parce que les troubles de l'accommodation sont considérés comme un signe quand même caractéristique de l'infection à hantavirus. Si on examine l'œil, on va trouver un œdème papillaire et des hémorragies rétiniennes. Donc, déjà, le syndrome hémorragique commence à s'installer. On fait un examen biologique, on trouve une hyperleucocytose, bien que ça soit une maladie virale. On peut trouver une thrombopénie qui va apparaître précocement, une protéinurie importante, ce qui va signer une atteinte rénale avec également une hématurie. On aura ensuite la phase hypotensive et oligurique qui vont chevaucher. Tout d'abord, on aura une hypotension qui va apparaître vers le 5e jour d'évolution et qui va durer 3 à 5 jours. Cette hypotension peut donner un choc qui est responsable de 1/4 des décès. L'atteinte vasculaire décrite déjà dans la pathogénie de la maladie fait qu'il y aura un 3e secteur qui va apparaître parce qu'il y a une exsudation plasmatique. Le patient également va se plaindre toujours de douleurs abdominales et lombaires et la protéinurie va être massive. Donc, ça va poser un problème de pression oncotique et on aura un 3e secteur qui va se créer. Ça va donner de l'œdème qui va expliquer les troubles neurologiques type confusion, délire et un coma. À cause de cette hypotension, à cause de ce 3e secteur qui va se créer à cause des troubles de la pression oncotique, le patient va par la suite faire une phase oligurique qui va apparaître entre le 3e et le 9e jour et qui va durer une journée jusqu'à 6 jours.
plus elle dure, plus les complications vont être importantes. On aura une diurèse très faible, voire même une anurie, et le syndrome hémorragique va apparaître. Hémoptysie, hématurie, méléna, hémorragie cérébrale, et l'insuffisance rénale aiguë va s'installer avec une hyperurémie et une créatinine qui va être très élevée. La clairance de créa va être très très basse. Associé à cette insuffisance rénale, certainement, on aura un retentissement sur l'équilibre hydroélectrolytique et on aura une hyponatrémie, une hyperkaliémie et une hypocalcémie. Si cette phase passe sans que le patient décède, on aura une phase polyurique. Malheureusement, les gens considèrent que cette phase polyurique va signer la guérison, comme beaucoup d'autres maladies, mais non, cette phase polyurique qui va apparaître en général vers le 6e jour de la maladie va durer environ 2 semaines. Et on aura une polyurie vraiment massive, 3 à 8 litres de perte par jour, ce qui va aboutir à une instabilité hémodynamique responsable d'un tiers des décès qui vont apparaître lors de cette phase. Le patient, à ce moment-là, va présenter des complications neurologiques post-infectieuses, type méningite, encéphalite. Il va présenter des hémorragies cérébrales et il risque de convulser. Si le patient ne décède pas, on aura une phase de convalescence très prolongée qui va durer 3 semaines jusqu'à 3 mois. La guérison va être progressive, un retour vers la normalisation du bilan rénal, mais on gardera quand même des séquelles telles qu'une hypertension artérielle, une insuffisance rénale chronique ou une protéinurie persistante. Certains virus ont une particularité clinique, par exemple le virus Seol, qui donne avec cette atteinte une autre atteinte hépatique, type hépatite virale, où vous aurez des alates qui dépassent les 10 fois la normale. La maladie, quand elle survient chez une femme enceinte, l'évolution est souvent compliquée avec une mortalité maternelle qui avoisine les 10% et une mortalité fœtale dans un tiers des cas. Là, ça suit donc l'évolution clinique avec l'évolution sérologique de cette forme connue, très décrite parce que c'est les Asiatiques qui ont décrit le plus les maladies à hantavirus. On passe à la deuxième forme, qui est la forme européenne, qui ressemble un petit peu à la forme asiatique, avec une incubation en moyenne de 10 à 15 jours et des extrêmes toujours entre 4 jours et 42 jours. La durée de cette forme européenne, elle est moins importante que la forme asiatique, puisque ça durera 15 jours, avec un début brutal, une fièvre très élevée qui dépasse les 39 degrés Celsius, le syndrome algique également avec des myalgies, des céphalies, des lombalgies et des douleurs abdominales, même des douleurs thoraciques et cervicales. Le patient va présenter dans presque 60% des cas un flu syndrome, c'est-à-dire un syndrome qui ressemble à un syndrome grippal. Il peut présenter dans 18% des cas des manifestations hémorragiques cutanéo-muqueuses, mais également ça peut être des hémoptysies, ça peut être des hématuries. Dans des 25% des cas, on peut avoir des tableaux atypiques, donc des manifestations digestives, diarrhée, vomissements, des signes urinaires, des signes respiratoires ou même des signes neurologiques. Cliniquement, les Européens donnent de l'importance surtout aux troubles de l'accommodation qui sont considérés comme pathognomoniques parce qu'ils sont retrouvés dans 40% des cas. Des signes hémorragiques, bien qu'ils soient modérés, généralement cutanéo-muqueux, mais ça peut être également des hémoptysies. Et l'atteinte respiratoire est présente quand même dans 30% des cas, avec une toux sèche, des douleurs thoraciques, des anomalies radiologiques et une pneumopathie d'allure atypique. Les signes digestifs sont représentés dans 36% des cas par de la diarrhée, des vomissements et des nausées. Et si on fait une fibroscopie, on peut trouver un aspect de gastrite congestive. L'atteinte cardiaque, elle est rare, mais on peut trouver quand même des signes électriques d'une atteinte myocardique.
Les manifestations neurologiques sont généralement post-infectieuses à type de méningite, d'encéphalite. On peut quand même avoir des états convulsifs, on peut avoir des hémorragies cérébrales et une atteinte hypophysaire qui serait caractéristique à l'IRM. On peut avoir d'autres symptômes tels qu'une polyarthralgie, une éruption cutanée non spécifique et un œdème de visage probablement lié aux troubles protidiques et à la perte d'albumine. Sur le plan biologique, une thrombopénie avec un taux de plaquettes souvent inférieur à 90 000, une hyperleucocytose avec une eosinophilie modérée, un syndrome inflammatoire qui est constant. Donc, c'est pas étonnant, c'est pas parce que c'est une maladie virale que le syndrome inflammatoire ne soit pas présent. L'atteinte hépatique, elle est modérée, retrouvée dans 20% des cas, mais ici, c'est surtout l'augmentation des gamma GT et une atteinte rénale fréquente. La mortalité globale de la forme européenne est inférieure à 15%. Les Européens ont quand même élaboré un score pronostic qui n'est pas consensuel, qui prendra en compte les troubles visuels, l'atteinte rénale, l'hyperleucocytose, la thrombopénie et l'hématurie. Et on peut considérer que si on a un score entre 0 et 10 points, c'est une forme légère. Entre 11 et 19, c'est une forme intermédiaire et des formes sévères quand le score dépasse les 20%, les 20 points. Chez les enfants, on a constaté qu'ils vont faire des formes qui sont moins sévères et que le virus d'Obra est plus agressif, plus nocif que le virus Pumala. Si la maladie survient chez une femme enceinte, on n'a pas constaté de décès, contrairement à la forme asiatique, mais on peut trouver quand même des séquelles néonatales qui ont été rapportées. On arrive à la forme qui pose problème, c'est la forme américaine. Donc, le syndrome pulmonaire ou cardiopulmonaire à hantavirus, le HPS ou le HCPS, est une forme grave qui est due aux hantavirus du Nouveau Monde. Soit le virus Sin-nombre, ce qui a été décrit essentiellement aux États-Unis, mais également au virus Andes. La mortalité peut atteindre ici 30 à 60%. L'épidémie fondatrice de ces formes, de cette atteinte, de cette forme américaine, a été décrite en 1993 dans la région des Four Corners aux USA. Et le principal réservoir de ce virus, c'est le Pyromyscus maniculatus, ou bien la souris sylvestre. Il y a d'autres espèces d'hantavirus américains. Celui qui est en vogue, c'est le virus Andes qui est retrouvé essentiellement en Argentine. La transmission se fait essentiellement par inhalation d'aérosols contaminés, par les urines, par la matière fécale et par la salive des rongeurs. L'incubation en moyenne elle est de 14 jours, mais on dit que ça peut s'étendre entre 1 semaine et 6 semaines. Avant d'avoir les symptômes pulmonaires, le patient va se plaindre de symptômes qui vont donc précéder cette symptomatologie grave et qui sont faits de fièvre, d'asthénie, de myalgie, un syndrome algique simple et des manifestations digestives, diarrhée, vomissement. Donc rien de particulier, on a l'impression qu'on est en train de faire un syndrome d'allure grippale tout simplement. Mais vers le 9e jour après l'apparition des symptômes, le patient va présenter des symptômes respiratoires à type de toux sèche, de tachypnée et de dyspnée, rapidement hypoxémion. Donc, d'emblée, le patient va trouver des difficultés à respirer. Et c'est dû à l'apparition d'un œdème pulmonaire aigu, un œdème pulmonaire lésionnel. Donc, ça fait toute la gravité parce que cet œdème va certainement empêcher les échanges gazeux et le cœur va souffrir directement. Ça va aboutir d'emblée à un choc cardiogénique qui va apparaître après une hypotension artérielle, des troubles de rythme et l'existence d'un syndrome de fuite capillaire parce que ça, c'est
le point de départ de cette maladie, c'est qu'il y a toujours une fuite capillaire. Ça va encore aggraver cette défaillance. Et ça explique pourquoi 60% des patients peuvent décéder. Sur le plan biologique, c'est toujours une thrombopénie avec une hyperleucocytose. Ici, il y a une lymphocytose qui a été constatée. On aura une augmentation des transaminases et des enzymes musculaires, surtout le LDH, et la protéinurie va être faible, contrairement à la forme de l'ancien monde. Si on fait une imagerie pulmonaire, on va trouver des images caractéristiques d'un OAP, et les complications sont essentiellement cardiaques. Par contre, on a un moindre degré d'avoir des hémorragies, et la rhabdomyolyse est une éventualité qui risque d'aggraver également le tableau clinique. La défaillance multiviscérale était considérée comme la cause principale du décès. Si le patient ne décède pas, eh ben, il va garder quand même une convalescence assez prolongée, et la récupération va se faire d'une manière complète, mais après quelques semaines à quelques mois. Si la maladie touche la femme enceinte, eh ben, tout d'abord, il faut dire que quelques rares cas qui ont été décrits chez la femme enceinte, avec une mortalité maternelle qui avoisine les 25%, et une mortalité fœtale dans un tiers des cas. Si le fœtus échappe à la mort, eh ben, il y a des séquelles fœtales qui ont été décrites dans 17% des cas. Donc, cette partie clinique est terminée. Maintenant, on passe au diagnostic biologique de la maladie, et je repasse la parole à mon collègue professeur Hachid. Est-ce que vous répondez aux questions en attendant ou vous continuez d'abord? ندير بارطاج ديالك monsieur. Professeur Zerouel, est-ce que vous répondez aux questions ou vous commencez? Khalas, continuez. عندي leçon. انا شو ما تسيبي يسمعوا برك. Très bien. Donc, je vais parler de la partie diagnostic au laboratoire de l'infection à hantavirus, avant de laisser par la suite la parole à mon collègue professeur Zerouel d'enchaîner pour la présence. Donc, comme ça a été dit par mon collègue Zerouel, donc on a affaire à une maladie qui donne principalement deux principaux tableaux cliniques. Donc, on a un tableau de fièvre hémorragique avec syndrome rénal.
Donc, ça, c'est principalement avec les hantavirus de l'ancien monde. Et on a avec le taux de mortalité, donc il ne dépasse pas c'est aux alentours de 10-12%, mais avec maximum de 15%. Et le deuxième tableau clinique, donc c'est principalement le tableau de l'infection, le syndrome cardio-pulmonaire hantavirus, donc principalement qu'on va retrouver dans le continent américain, avec les espèces des hantavirus qui circulent dans le Nouveau Monde, donc le continent américain, et dont le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 40%. Et quand on voit la séquence clinique de l'infection hantavirus, donc je ne vais pas redire ça, donc ça a été dit par mon collègue, professeur Zerouel. Donc on voit très bien parmi les marqueurs biologiques les plus importants, donc en plus de syndrome infectieux, on voit très bien que la thrombopénie, pratiquement, elle est toujours présente, quel que soit le tableau clinique, que ce soit avec syndrome rénal ou avec un syndrome respiratoire. Donc c'est le marqueur biologique qui est pratiquement constant dans la phase d'état de la maladie. Après, il y a des particularités en fonction des deux tableaux cliniques, soit respiratoire ou bien tableau rénal. Donc, sur le plan biologique, quand on voit la cinétique des différents marqueurs biologiques au cours de l'infection, donc après la période d'infection et au moment de l'apparition des symptômes, donc on voit très bien qu'avant, on a une fenêtre sérovirologique qui est pratiquement 12 jours avant l'apparition des marqueurs, avant l'apparition des syndromes, et bien sûr, avec une fenêtre sérologique pratiquement de 3 jours après l'apparition des syndromes, au cours de la période d'infection. Donc, durant ces périodes-là, donc pratiquement, l'infection, elle est muette, on ne retrouve aucun marqueur virologique. Donc, au moment de l'apparition des symptômes, donc on voit ici G0, et bien après, donc la première semaine de la maladie, donc c'est là où on a plus de chances de détecter le virus détecter directement le génome du virus au niveau plasmatique, donc par des moyens de biologie moléculaire. Les marqueurs sérologiques, on peut les retrouver à partir de 3e jour après l'apparition des symptômes. Donc c'est là où les marqueurs sérologiques vont commencer à se positiver, principalement avec les IgM et les IgG positifs. Donc la connaissance de la cinétique des marqueurs virologiques, elle est très importante puisqu'il va nous guider par la suite quel le choix des tests virologiques qu'on va déployer pour détecter l'infection. Donc, principalement, donc, on a une fenêtre sérologique. Avant 3 jours, après l'apparition des signes cliniques, pratiquement, on ne détecte aucun anticorps spécifique à ce virus-là. Et bien sûr, avec une fenêtre virologique, je le répète, pratiquement 12 jours avant l'apparition des symptômes. Donc, c'est là on peut pas détecter le virus. Et donc, si on veut diagnostiquer l'infection sur le plan virologique, donc les prélèvements qu'il faut faire, en se basant sur la cinétique qu'on vient de voir, donc c'est principalement les prélèvements de sang. Donc c'est là on va retrouver le virus. Donc on a besoin d'un tube sec, donc c'est le sang total, c'est pour faire la sérologie et à la recherche des marqueurs indirects, les IgM et les IgG spécifiques, et avec un prélèvement de sang total sur tube EDTA pour tenter de détecter le virus par PCR. Bien sûr, à côté de ces prélèvements qui sont obligatoires pour le diagnostic de l'infection hantavirus, on peut faire d'autres prélèvements complémentaires en fonction de tableaux cliniques, la salive, les urines, le LCR, le liquide broncho-alvéolaire, principalement pour les tableaux d'infection pulmonaire par ce virus-là. Et en cas d'autopsie, chez des cas de décès qui restent dans le diagnostic qui n'est pas confirmé, on peut faire des biopsies au niveau du rein, au niveau du poumon, et on peut par la suite détecter directement le virus au niveau de ces prélèvements. Donc, une fois qu'on a fait le prélèvement, donc il est très important de conserver le prélèvement. Donc, si on est sûr d'expédier le prélèvement au laboratoire dans le même jour ou bien dans maximum 24 heures, on peut garder les prélèvements à plus 4 degrés au réfrigérateur en attente d'envoi. Donc, si le prélèvement il est décalé pour des raisons de logistique ou pour des raisons de distance, donc au-delà de 1 jour, donc il est très important de congeler les prélèvements à basse température avec un minimum de moins 20 degrés au congélateur ou bien au moins si on dispose des congélateurs qui descendent plus. Chose très importante, il ne faut jamais congeler le sang total. Donc, si on peut centrifuger le sérum, les prélèvements, le sang, pour récupérer le sérum et le plasma, il n'y a pas de souci, on peut congeler le prélèvement. Mais le sang total tel qu'il est, que ce soit avec anticoagulant ou bien sans anticoagulant, il ne faut pas le faire, puisque la congélation, décongélation, on risque de lyser les globules rouges et le prélèvement devient hématite, et là, la recherche par sérologie ou bien par PCR, elle devient pas possible puisque l'hémoglobine va inhiber la PCR ou bien la sérologie. Donc, une fois qu'on a fait le prélèvement, donc le transport au laboratoire, on doit toujours respecter la règle du triple emballage, puisqu'on a affaire à des virus qui sont
hautement pathogène qui est classé groupe de risque 3. Donc, il faut respecter le triple emballage. Donc, l'emballage primaire, donc c'est le tube qui contient le prélèvement. On doit le mettre dans un emballage secondaire, donc soit une boîte hermétique, ou bien on va utiliser un sac hermétique zip dans lequel on va mettre le prélèvement. Et cet emballage secondaire qui contient le prélèvement du patient, on va le mettre dans une glacière qu'on va le considérer comme l'emballage tertiaire avec à l'intérieur le maximum d'icebox pour garantir la chaîne de froid. Et donc, l'ensemble par la suite va être considéré comme étant le triple emballage. Donc, on a l'emballage primaire, c'est le tube, l'emballage secondaire, c'est le sac, et l'emballage tertiaire, c'est la glacière. Et comme ça, on a formé un emballage tertiaire, un emballage triple emballage qui va garantir la sécurité au cours du transport du prélèvement au laboratoire de référence. Il faut toujours faire accompagner le prélèvement, bien sûr, avec une fiche de renseignement. Et la fiche de renseignement qu'on utilise au laboratoire, au niveau de notre laboratoire, donc on a une fiche de renseignement spécifique pour le diagnostic des infections à hantavirus. Donc on doit rapporter l'hôpital d'origine, les caractéristiques du patient, les signes cliniques associés, les signes biologiques tels que, par exemple, principalement par le taux de plaquettes qui est un marqueur très important. Et bien sûr, très important, la notion épidémiologique du patient par rapport au contact avéré ou non avec les rongeurs et la profession du patient. Et bien sûr, la date du début des symptômes cliniques et la date de prélèvement. Ces informations, elles sont très importantes pour nous, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure dans la cinétique des marqueurs virologiques, ça va nous permettre de choisir et de nous guider pour le choix des tests virologiques à mettre en œuvre. Si on va se retrouver les prélèvements faits durant la première semaine de la maladie, bien sûr, on va opter plus pour les moyens de diagnostic direct par PCR. Si les prélèvements sont tardifs par rapport au début des symptômes, donc là, c'est principalement les études sérologiques qui vont être mis en place au niveau du laboratoire. Donc, au laboratoire, donc, quels sont les moyens qu'on va déployer au laboratoire pour le diagnostic de cette infection? Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc on a affaire à un virus qui est dangereux, qui classe niveau 3. Donc, au laboratoire, ici, un Institut Pasteur, donc au niveau de notre laboratoire de référence, on doit obligatoirement travailler dans un laboratoire de haut niveau de sécurité. Donc, c'est un laboratoire de type 3 avec le maximum de mesures de protection pour protéger le personnel du laboratoire, bien sûr, et protéger la communauté à l'extérieur pour contre toute libération de ces virus. Donc, c'est très important. Donc, le diagnostic se fait au niveau d'un laboratoire P3 avec un personnel habilité à travailler dans ce genre d'infrastructure. Donc, les moyens qu'on va utiliser au laboratoire pour la détection des hantavirus de façon globale, donc on a principalement des moyens de PCR, donc c'est des RT-PCR. Dans le commerce, il n'y a pas beaucoup de kits qui sont commercialisés, donc c'est principalement, on utilise des kits, des protocoles de PCR qui sont validés par les grands laboratoires de référence dans le monde. Donc, ce qu'on utilise actuellement au niveau de notre laboratoire, on a des PCR qui sont spécifiques à l'espèce d'hantavirus, par exemple RT-PCR Andes, RT-PCR Pumala, RT-PCR Sioule, ou bien on peut avoir des RT-PCR qui détectent tout le genre des hantavirus et par la suite, on va le confirmer par séquençage. Donc, au niveau de laboratoire, donc, on utilise ces deux approches. On a des approches spécifiques à Andes, puisque là, on parle de l'Andes, qui pose le problème actuellement, et aussi au niveau du laboratoire, comme actuellement en Algérie, on ne sait pas quelle est l'espèce d'hantavirus qui circule chez nous, on a au laboratoire un type de PCR qui va détecter tout le genre des hantavirus, et par la suite, on va le faire accompagner par la suite par un séquençage pour déterminer exactement quelle est l'espèce d'hantavirus éventuellement qui circule, qu'éventuellement on fait face. À côté de ces moyens de détection directe, on a des moyens sérologiques, il y a des moyens commerciaux qui existent, il y a des kits commerciaux qui existent dans le commerce, qui détectent généralement, c'est des moyens de screening, et qui sont spécifiques des kits sérologiques à des hantavirus de l'ancien monde, et on a des kits sérologiques pour la détection des hantavirus de l'ancien monde, de nouveau monde, donc soit des techniques par ELISA, pour les gens qui travaillent dans le laboratoire, ou bien on a des techniques par immunofluorescence pour la recherche des anticorps spécifiques à ces hantavirus. Et donc, pour la détection des IgM et des IgG contre les hantavirus, soit par ELISA, par immunofluorescence, donc on a plus de 75% de la détection des IgM spécifiques après le début de la maladie, donc après J3 début des maladies, donc on a plus de 75% de la détection des anticorps de type IgM
spécifiques aux hantavirus et dans vers le 7e jour de la maladie, on a pratiquement 100% de chances de détection des anticorps spécifiques de cette maladie-là. Donc, la fenêtre sérologique, c'est à partir de G3. À G3, donc, on a 75% de chances de détection de ces anticorps spécifiques. Et à G7, donc, pratiquement, on est à 100%. Et bien sûr, après un mois de la maladie-là, donc, la détection des anticorps de type IgM donc, va baisser. Et donc, les IgM vont baisser. On est dans 66% de chances de détection de ces IgM-là, de ces IgM anti-hantavirus. Pour les IgG, donc durant à J3, donc on est à 66% de chances de détection de ces virus-là. Et à J7, donc on est pratiquement à 100% de chances de détection des IgG. Et bien sûr, les IgG, par la suite, donc, vont rester longuement, puisque c'est des marqueurs d'infection à long terme de ces virus-là. Pour la PCR, donc, durant la première semaine de la maladie, donc c'est là, on a plus de chances de détection de ces virus-là. Et on est pratiquement à 90% de chances de la détection des virus durant les 3 premiers jours de la maladie. Et après, ce taux-là va baisser à 80% entre le 4e et le 7e jour de la maladie. Donc, vous voyez très bien que c'est la première semaine de la maladie. Dès là, on a plus de chances de la détection du virus. Et pour la sérologie, on peut, à partir de G3, donc c'est là, on peut commencer la détection des IgM spécifiques à ces virus-là. Voilà, donc ça c'est par rapport au dernier guide pour les laboratoires qui a été publié par l'OMS, qui date de 15 mai. Donc vous voyez très bien, donc la RT-PCR et la sérologie. Donc la PCR va nous permettre de confirmer les infections, les patients virémiques, de différencier les souches qui sont en cause, soit Andes ou bien autre type de hantavirus, donc si on va faire le séquençage. Et bien sûr, très important, un résultat de PCR négatif ne permet pas d'exclure un cas d'infection par les hantavirus. Il faut toujours refaire le test par la suite, puisqu'on a dit tout à l'heure, donc les chances de la détection des virus par PCR, même durant la première semaine de la maladie, au maximum, il peut atteindre jusqu'à 90%. On n'est pas dans les 100%, donc c'est pour ça que l'OMS se prononce qu'un résultat de PCR négatif ne permet pas d'écarter un cas, surtout si le tableau clinique il est évocateur. Donc, l'algorithme que propose l'OMS pour le diagnostic des infections hantavirus et plus particulièrement l'Andes, donc si le prélèvement il a été fait durant les 2 premiers jours de la maladie, donc c'est la PCR qui doit être faite. Donc, si la PCR elle est positive, donc on va confirmer l'infection par le virus Andes ou bien par un autre virus hantavirus. Si la PCR elle est négative durant les 2 premiers jours de la maladie, donc il faut refaire une autre PCR 24-48 heures par la suite et faire un autre test de PCR. Maintenant, si on est dans le cas de figure où le prélèvement a été fait décalé 10 jours après le début des symptômes cliniques, donc on va compter toujours une PCR, ça ne coûte rien. Donc si la PCR elle revient positive, on confirme le cas. Si la PCR revient négative, on va prendre le sérum du patient et on va refaire une recherche sérologique. Un IgM positif, ça va nous permettre de confirmer le cas. Et si les IgM sont négatifs, il faut toujours rechercher les IgG en parallèle et ça va nous permettre de classer le cas comme étant confirmé ou non. Donc, 10 jours, les 10 premiers jours de la maladie, donc c'est principalement la PCR. Et après 10 jours, donc on va faire en parallèle la PCR et la sérologie, selon l'algorithme que l'OMS propose pour le diagnostic, pour la confirmation biologique des infections à hantavirus. Et dans ce cas de figure, c'est les Andes virus. Une autre application au-delà, à côté de la confirmation du cas chez les malades, il faut savoir que les cas contacts asymptomatiques, donc cette expérience qui a été faite dans le Chili et en Argentine, donc on suit les cas contacts par PCR. Donc l'objectif principalement, le suivi des cas contacts par sérologie, donc ça nous permet de détecter le plus précocement possible une virémie pour transférer ces patients-là au niveau de l'hôpital et bien sûr on commençait les traitements le plus tôt possible dès que ces patients-là développent les signes cliniques. Donc l'approche qui a été adoptée au niveau des pays qui sont touchés par le virus Andes, donc les personnes contacts de sujets confirmés, donc on va leur faire, ils sont confinés pendant 45 jours et durant ces 45 jours, donc ils vont faire des PCR à intervalle de temps, pratiquement chaque 7 jours, ils vont faire une PCR
pour détecter le plus précocement possible ces patients-là qui vont se redevenir positifs. Et bien sûr, pour les personnes exposées, donc ils vont faire uniquement un PCR à 14 jours après l'exposition pour éventuellement détecter ces patients s'ils vont par la suite devenir symptomatiques. Donc très important. Et d'après les données qui sont disponibles au niveau de l'Amérique latine, principalement au Chili ou en Argentine, généralement un patient contact s'il devient positif, donc pratiquement dans 100% des cas, il va développer les symptômes par la suite. D'après les données qui ont été partagées récemment par l'OMS dans ce cas de figure. À côté de ces moyens de diagnostic pour la confirmation de cas, un autre moyen qu'on utilise beaucoup au laboratoire, c'est le séquençage génomique. Le séquençage génomique très important, surtout dans des contextes épidémiques, ça nous permet par la suite, de confirmer l'espèce des hantavirus qui est en cause, ça va nous permettre par la suite de déterminer le génotype qui circule, et très important, ça nous va permettre d'étudier très important sur le plan moléculaire l'épidémie et de retracer les cas, déterminer l'origine de l'infection et de voir que les cas dans un foyer épidémique, est-ce que c'est des cas qui sont originaires de la même souche ou bien c'est plusieurs souches d'hantavirus qui sont en cause. Et ça va nous permettre par la suite de guider les moyens de prise en charge sur le plan épidémiologique et pour confiner bien le cas par la suite. Donc c'est très important, c'est un outil puissant pour l'investigation des foyers épidémiologiques. Et quand on voit l'application de cet outil de séquençage génomique dans l'épidémie, dans le foyer de 2018, c'est le foyer qui a été bien étudié. Donc, on voit très bien ici, donc la plupart des patients, toutes les souches qui ont été séquencées des patients qui ont été identifiés durant cette épidémie-là, donc c'est la même souche. On voit bien que les souches sont regroupées dans le même cluster, donc c'est le même groupe, et le plus probable que l'origine de cette épidémie-là, donc c'est la même source, pratiquement, probablement, en contamination d'une personne à partir d'un réservoir d'un rongeur, et cette personne-là, par la suite, elle a transféré par suite l'infection à d'autres personnes avec une cascade de transmission dans l'ordre. Et au cours de cette épidémie-là, donc le virus, il a très peu muté. C'est pour ça qu'on voit très bien que les souches, elles sont toutes groupées dans le même groupe, et le plus probable, c'est que ça provient de la même souche. Et voilà, donc ça provient de l'événement le plus probable, c'est une seule introduction de la souche qui par la suite elle a diffusé au niveau du groupe où le virus a circulé. Pour les cas groupés actuellement qui sont décrits dans le bateau, donc les dernières données partagées par l'OMS à ce sujet-là, donc ils ont pu séquencer quand même certaines souches de ces patients-là. Et on est sûr qu'actuellement, que la souche d'Andes qui est en cause, donc c'est de l'Andes, ça a été confirmé, elle appartient au clade 3. Donc c'est le même clade qui a été associé à l'épidémie de 2018 en Argentine, donc c'est la même souche qui circule. Et la comparaison, on voit très bien vers le bas, que les souches qui ont été séquencées, il y a très peu de variations génétiques entre les différentes souches au niveau des différents segments. Il y a très peu de variabilité. Et l'hypothèse la plus probable qu'il s'agit d'une seule, comme on appelle les anglo-saxons, les spillover, donc c'est le déversement de la souche d'un réservoir animal vers un cas index humain et qui par la suite, elle a transféré la souche au cas qui sont décrits actuellement au niveau du bateau. Donc, ce qui est sûr actuellement, qu'il y a très peu de variabilité génétique entre les souches qui sont séquencées chez les patients qui ont été diagnostiqués au niveau du bateau. C'est pratiquement la même souche qui circule, très peu de variations, et ça provient probablement d'un seul événement de transmission d'un réservoir animal vers l'homme, et par la suite, c'est la même souche qui s'est circulée par la suite au niveau des patients qui sont actuellement confinés au niveau du bateau. Et voilà, je vous remercie et je reste à disposition s'il y a des questions actuellement, ou bien on passe directement à la prise en charge et après on enchaîne les questions. Madame Bougain, si vous avez des questions, vous avez tous les deux des questions, je pense. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez continuer la prise en charge et entamer les questions, ou vous voulez faire les questions d'abord et continuer? Jarwan? vous voulez la dernière partie vous enchaînez ou vous répondez aux questions?
Ils enchaînent, ensuite on reprend, d'accord? Le son, برك. Madame Gougam, je t'ai activé le son. Madame Gougam. Madame. Oui, oui, هاي elle est تعرفتي معاك. Le son. لين فيهم حلول. تعكتيفي لي الصون ديالك. راكم تسمعوا فيا؟ هذاك أو يمشي. وي بطبيعة الحال. ما يكون شوية. راكم تسمعوا فيا؟ ماشي نسمعوا فيك نو. Bizarre. إيه بس أنا مقصين له هنايا. Vous voulez entamer les questions? Bah, dans mes cris, on me dit, on passe à la prise en charge. Ensuite, en tout cas, vous avez beaucoup de questions. Hein. معليش. واش ندير لكم؟ خلينا اكتيفي لو سون ديالي. Activez le son تاع زروان. C'était les questions. Ok. Donc, on va enchaîner avec la prise en charge. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a certains traitements spécifiques qui ont été essayés sur hantavirus, surtout en Asie. Et là, j'attire l'attention vers la ribavirine, un modulateur immunologique qui a été très utilisé pour beaucoup de maladies virales, entre autres l'hépatite C par exemple à l'époque, et qui a montré une efficacité contre le virus Hantan, responsable des épidémies asiatiques, en Chine, en Corée, et il a vraiment réduit le taux de létalité. Donc, ça reste une molécule qu'on doit réserver pour les cas sévères. Également, on peut prendre les anticorps des patients qui ont survécu à la maladie. Donc, leur plasma peut servir comme aide parce qu'on va les donner des anticorps déjà qui connaissent le virus et par la suite, ça va jouer le rôle d'une sérothérapie qui a aidé à baisser la mortalité à 14% versus 32% en Amérique du Sud. Le même principe peut être utilisé quand on veut utiliser les anticorps monoclonaux, également isoler des personnes qui ont survécu à la maladie. Et l'efficacité a été prouvée, mais jusqu'à l'heure actuelle, sur des modèles animaux et non pas sur l'être humain. Mais c'est une piste très prometteuse parce que l'immunothérapie peut devenir une solution pour beaucoup de maladies virales émergentes. Ça, c'est les traitements spécifiques qui ont été déjà proposés. Mais sinon, dans la majorité des cas, le traitement des cas d'infection à hantavirus est toujours symptomatique. Alors, en Europe, on insiste sur l'équilibre hydroélectrolytique, on insiste sur le traitement de la douleur et on évite tout ce qui peut être néphrotoxique. Donc, donner des anti-inflammatoires, donner des corticoïdes, par exemple, c'est pas bon parce que ça risque d'aggraver l'état rénal, vu que les formes européennes et asiatiques sont essentiellement un syndrome rénal avec syndrome hémorragique. La dialyse n'a pas été très utilisée dans le modèle européen. Environ 3% uniquement des patients ont été dialysés. Par contre, on a essayé une molécule qui s'appelle l'icatibant. C'est un anti-bradykinin qui va permettre de modifier la perméabilité vasculaire parce que le virus s'attache aux endothéliums vasculaires et ça va donner cette fuite vasculaire. Donc, cette molécule peut aider justement à limiter la fuite capillaire. Dans l'hantavirus de Nouveau Monde, puisque l'atteinte est grave et essentiellement pulmonaire, on insiste à mettre le patient sous oxygénothérapie d'emblée.
à assurer des soins intensifs. Donc, on est emmené souvent à intuber le patient, à assurer une ventilation mécanique, mais parfois, quand on voit que l'œdème pulmonaire lésionnel s'est installé, que l'oxygénothérapie ne donne rien, il faut procéder à une oxygénothérapie extracorporelle, donc le dispositif ECMO. Il est à signaler que c'est une sorte de pneumopathie hypoxémiante grave où il ne faut pas utiliser des corticoïdes. Tout d'abord, ils ne sont pas efficaces, mais ils peuvent aggraver également les dégâts vasculaires. Pour résumer la conduite à tenir devant un cas d'Andes virus, la forme américaine, c'est elle qui nous intéresse parce que c'est le virus Andes qui a été responsable de l'actuelle épidémie. Et il est à noter que l'atteinte cardio-pulmonaire, elle est sévère, dans 30 à 60% des cas, et il n'y a pas eu beaucoup d'atteintes rénales ni hémorragiques. Et que le diagnostic de cette forme doit être suspecté devant toute fièvre associée à un syndrome viral et quelques jours après, il y aura une détresse respiratoire aiguë qui va apparaître et que ce sont les mesures de réanimation qui sont très importantes. Donc, c'est d'emblée des malades de réanimation. Donc, il faut équiper des services de réanimation par tout ce qui est nécessaire pour lutter contre cette atteinte respiratoire et secondairement cardiaque sévère. Quant à la prévention, on a deux volets. Donc, on doit opter plutôt pour des mesures de prévention individuelle, mais également collectives. Pour les mesures de prévention individuelle, il faut éviter l'exposition aux rongeurs sauvages. Il ne faut pas manipuler ni s'approcher des campagnols, des mulots, des rats et leurs nids. Donc, il faut le faire d'une manière très prudente. Quand on veut faire assurer l'hygiène des lieux clos, où on suspecte qu'il y avait des rongeurs, il faut toujours ventiler avant de nettoyer les caves, les greniers, les cabanes et les bâtiments agricoles. Également, il faut assurer un nettoyage sécurisé en humidifiant toujours le sol avant de balayer, par exemple. Il faut humidifier, comme ça vous allez éviter que la poussière remonte et que vous soyez infecté parce que vous avez inhalé. Également, je me protège d'une manière personnelle parce que je dois porter des gants, je dois porter des masques, des lunettes dans les zones suspectées d'être très infestées. Et pour l'alimentation, ça c'est important également. Ce n'est pas spécifique à l'hantavirus, mais à tous les agents qui peuvent être transmis par les rongeurs. Donc, il faut vraiment bien conserver les denrées alimentaires d'une manière hermétique. Pour les mesures collectives, c'est bien de parler de contrôle des populations de rongeurs. Et là, c'est le rôle de l'environnement. Il faut assurer une bonne dératisation, un piégeage des rongeurs. Il faut limiter les zones de prolifération dans les forêts, dans les champs, également dans les bâtiments agricoles. Il faut assurer un bon aménagement également de l'environnement. Il faut bien étudier où je dois implémenter une cité. Est-ce que je suis dans une zone où il y a une prolifération d'espèces animales assez particulières qui peut transmettre des maladies? Également, il faut assurer une bonne surveillance épidémiologique, surtout dans les zones endémiques qui sont connues déjà et bien identifiées à travers le monde, et informer le public. Donc là, on est dans une session de formation pour médecins, mais également, si on donne une information par rapport à une épidémie qui s'installe, ce n'est pas pour faire peur, mais pour dire aux gens qu'on fait partie d'un environnement, on fait partie d'un système qui s'appelle One Health. Donc, la santé de l'être humain dépend de la santé de l'environnement et dépend de la santé de l'animal. Pour la vaccination, il y avait des candidats vaccins qui ont été utilisés, surtout en Asie, parce que c'est le continent qui a été le plus touché et les études ont été bien faites là-bas, en Chine, en Corée. Et c'est des vaccins qui sont inactivés contre des espèces, des souches virales.
certes, on sait que l'efficacité, elle est modérée, mais ça n'empêche qu'il y a eu une baisse de l'incidence de la maladie, surtout de la mortalité, dans ces zones où la vaccination a été instaurée. Actuellement, il y a des nouveaux protocoles vaccinaux qui vont être améliorés pour essayer justement de faire face à l'épidémie, surtout des souches américaines, parce que ce sont des souches les plus virulentes. En Algérie, qu'est-ce qu'on a prévu pour cette épidémie? Eh bien, dès le 11 mai 2026, il y a eu une instruction ministérielle, la numéro 13, émanant de la Direction générale de la prévention, de la promotion de santé, qui parle de dispositifs organisationnels pour se préparer à cette épidémie d'hantavirus Andes. Donc, on a défini les cas en cas suspect et en cas probable. Et dans tous les cas, si on fait des prélèvements et que la RT-PCR ou la sérologie est positive, on parle d'un cas confirmé. Par contre, si ces tests-là sont négatifs, alors là, on parle de non-cas. La DSP joue un rôle très important pour diffuser l'information auprès des structures de la santé. Tout le monde doit être informé par une éclosion épidémique, quelle que soit la zone où on vit. Parce que l'Algérie a ratifié le règlement sanitaire international de 2005 et elle fait partie des groupes de pays qui doivent déclarer tout événement inhabituel, et cet événement actuel est inhabituel. Il faut assurer la formation du personnel et désigner un point focal pour tout événement inhabituel, et l'événement actuel, c'est l'événement hantavirus. Ce point focal qui doit concerner tous les wilayas, parce que les DSP sont dans tous les wilayas, doit être bien défini avec des personnes qui s'en chargent. Également, un point très important, c'est les postes de contrôle sanitaire aux frontières. Et, les CSF sont importants parce que maintenant, c'est des voyageurs qui peuvent ramener des virus. Donc, à chaque éclosion épidémique, il faut contrôler le flux des voyageurs, mais également, il faut contrôler le flux de tout ce qui est échange de marchandises, parce que les échanges commerciaux également peuvent ramener des germes, peuvent ramener même des rongeurs qui peuvent par la suite introduire une espèce ou une souche virale particulière. Également, il faut désigner des hôpitaux référents qui doivent prendre en charge les cas suspects. Ces hôpitaux, ces lits destinés à l'isolement des patients suspects doivent être, on va dire, réactifs. Il faut assurer un bon triage, il faut assurer il faut désigner des personnes référentes qui doivent prendre en charge les malades. Il faut avoir les moyens de protection, donc juste à utiliser. Il faut isoler le patient et prendre en charge d'une manière spécifique les cas, donc les cas suspects, surtout si c'est des cas qui nécessitent une réanimation. Et enfin, l'instruction ministérielle nous parle de ne pas oublier les autres maladies qui peuvent être transmises par les rongeurs. En Algérie, ça fait des années qu'on parle de la leptospirose, on a des cas confirmés et ça partage pratiquement les mêmes modes de transmission. N'oublions pas la peste qui a touché l'Oranais en 2003. N'oublions pas les hantavirus de l'ancien monde, donc l'Europe, l'Asie, et on n'est pas à l'abri, donc on risque d'être des foyers également potentiels, et également les salmonelloses et les autres zoonoses bactériennes. Donc, pour dire que maintenant, il y a une information qui circule qui dit qu'il y a de l'hantavirus dans un bateau, mais ce n'est pas parce qu'il y a un hantavirus dans un bateau qu'on va oublier les autres maladies qui circulent déjà en Algérie et qui sont transmises par les rats. Et je vous remercie. Je pense maintenant, c'est à la session de questions. On est prêt pour répondre à vos questions, s'il vous plaît. Ah, vous en avez. شوف راح من 10h32.
Vous m'entendez? Je ne comprends pas la médecine. l'INP ou Zarwell? Je mets l'INP ou Zarwell? INP. Alors, activez le sang pour l'INP. Voilà, il n'est pas activé. Voilà. Y a-t-il des questions? Je peux le chat. Oui. Alors, à 10h32, il me donne les questions. Remonter. Ok. 10h. Soit vous commencez par le bas, soit vous commencez par le haut. Vous m'entendez? Donc, il y a... On est-il? Il voit juste par bateau. Ça a déclaré qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire. C'était un tâche. Et on n'entend pas. Madame Gouga, maintenant, c'est ma au fait. Ah, d'accord. ابدأ في 10h32. 10h32. Mais 11h. Alors, si on parle... L'hémorragie peut s'installer à n'importe quel siège. Ça, c'est la question. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. La question, c'est à quelle heure elle a été posée exactement? Ils vous disent l'hémorragie peut s'installer à n'importe quel siège. Est-ce qu'elle peut s'installer à n'importe quel siège? Le syndrome hémorragique, il n'est pas constant, tout d'abord. Et quand on parle d'un syndrome hémorragique, ça commence déjà biologiquement par une thrombopénie. Et par la suite, on peut avoir des manifestations cutanéo-muqueuses. Donc, ça peut être des pétichies, un purpura, des ecchymoses. Mais ce qui est grave, c'est quand ça va devenir des hémoptysies, une hémorragie cérébrale, une nécrose papillaire rénale. Est-ce que j'aurais répondu à la question, Madame Bougam? Oui, pour moi. Alors, vous avez l'autre, c'est qu'en est-il des porteurs sains et comment les gérer? Pour les porteurs sains, donc les porteurs dont le contact a été avéré avec un cas confirmé ou bien probable, donc la démarche qui est proposée par l'OMS, c'est l'isolement. Donc la période d'isolement proposée, c'est 45 jours. Et durant ces 45 jours, donc il faut éviter tout contact éventuellement contagieux avec ces personnes-là. Donc les mesures de confinement et d'isolement habituelles, là maintenant tout dépend du pays. Il y a certains pays qui ont adopté l'isolement à domicile, mais là il faut être rigoureux par rapport à ça. En Algérie, je ne sais pas s'il y a des recommandations par rapport à l'isolement, mais je pense qu'on préfère l'isolement hospitalier. Voilà, pour être rassuré par rapport à ça. Donc, tout dépend du pays. Donc, en Algérie, on est plus par un isolement au niveau de l'hôpital, comme ça, pour qu'on s'assure que le patient, le sujet, il est bien isolé, bien pris en charge en cas de positivité. Après, durant la période d'isolement, donc, l'OMS le recommande de faire des testings par rapport à la PCR pour détecter le plus précocement possible que le patient devient un cas confirmé pour faire une bonne prise en charge par la suite du patient. D'autres questions? Vous arrivez à lire les questions? Comment agir devant les asymptomatiques, mais peuvent être fortement contagieux? Un asymptomatique qui peut être fortement contagieux. Non. Comment agir devant ce cas? Il faut être malade avec la souche Andes. Ce n'est pas toutes les souches d'antivirus.
et avoir un contact très rapproché du patient. Donc, les porteurs comme ça a été dit, porteurs soi-disant ça, bien que ça n'existe pas normalement, ne transmettent pas. Il faut être symptomatique parce qu'il faut tousser, il faut toucher la salive d'un patient malade pour être contaminé. Mais uniquement pour la souche Andes. D'accord. Ils vous disent que l'incubation dure des semaines. L'incubation, elle dure des semaines. Alors, est-ce que on a peut-être des cas qui circulent déjà? Bon. En Algérie. Je ne sais pas. Oui, probablement. Hein. Le cluster, c'est la croisière. MV Hindorus. Voilà, je pense. C'est la croisière qui est le cluster. Et tous les passagers et le personnel de la croisière ont été mis en quarantaine. Des PCR ont été réalisés, comme ça a été déjà dit, à J14 pratiquement après le contact, et c'est avéré négatif. Donc, mis à part les cas qui ont été confirmés, il n'y a pas eu un cas secondaire. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'Algériens qui étaient sur cette croisière. En tout cas, l'OMS actuellement, d'après les derniers chiffres, ils ont notifié pratiquement 164 personnes qui sont actuellement à l'isolement, qui ont été dans le contact tracing, c'est-à-dire ils ont retracé 164% qui pouvaient avoir un contact direct ou bien rapproché avec ces patients. Donc, tous ces patients-là, ils sont suivis. Et aux dernières nouvelles, il n'y a pas de nouveaux cas qui ont été rapportés par l'OMS. En tout cas, il y a 160 cas qui sont actuellement à l'isolement. Pour vous rappeler que l'OMS, le 18 mai, donc ça fait 2 jours, ils ont dit que le risque de transmission interhumaine est très faible. Donc, ils ont rassuré que le virus n'a pas changé et donc le risque de transmission interhumaine reste très, très faible. Il y a une question sur le risque d'introduction de cette maladie à l'Algérie. Donc là, on parle d'hantavirus type Andes. Donc, d'après l'évaluation qui a été faite par le ministère de la Santé, donc c'est l'évaluation qu'on partage. Donc, c'est une maladie qui est exotique, hein, donc c'est une maladie qui est confinée au niveau du continent américain, donc dans 2 régions de Chili et d'Argentine. Donc, le risque principal, donc, c'est à travers des patients symptomatiques, virémiques. Et actuellement, les patients actuellement sont en confinement. En fait, il pourrait y avoir d'autres personnes qui voyagent dans ces pays-là. Donc, c'est pour ça que le dispositif a été réactivé à travers les postes de contrôle frontalier pour pouvoir détecter le plus possible des patients qui ont voyagé ou bien qui peuvent voyager ou bien qui peuvent avoir une relation avec le foyer actuel. À travers le risque d'introduction à travers les rongeurs, oui, c'est un risque théorique, mais qui reste faible, puisqu'on n'a pas de relation, à ma connaissance, commerciale et économique très importante. Et même sur le plan écologique, une nouvelle espèce éventuelle d'un hantavirus, d'un rongeur qui est réservoir de cette Andes, théoriquement, si elle est importée dans notre pays, donc le risque de cette espèce-là, donc elle va s'implanter, elle va se développer, tout ça. Donc c'est un risque théorique qui est faible. Voilà, donc on peut dire que le risque pour notre pays d'introduction, il est faible par rapport à cette espèce de hantavirus. Ils vous disent quelle est la forme la plus grave des 3? C'est la forme américaine. C'est la forme américaine. Donc, pour parler d'une forme grave d'une maladie, ça c'est valable pour toutes les maladies infectieuses. Il faut être prédisposé tout d'abord. Donc, ça ne dépend pas du virus ou du germe lui-même, mais également de la réponse immune de l'individu. Et là, on a défini quand même des cas qui sont sévères, relativement sévères pour les souches américaines, plus que pour les souches européennes ou asiatiques. Mais ça ne veut pas dire que les souches asiatiques ne sont pas sévères. La Chine a rapporté le nombre de décès le plus élevé par hantavirus. Parce que statistiquement parlant, ils ont enregistré le nombre le plus élevé de cas d'hantavirus. D'accord? Comment les rats sont contaminés?
Comment les rats se contaminent? Ben, les rats se contaminent en fonction de la région où ils sont ces rongeurs. On a dit tout à l'heure dans mon intervention, donc pour chaque espèce de rongeur, on a son hantavirus qui lui est restreint. Donc il y a une relation particulière entre rongeur et type d'hantavirus. Et les rats se contaminent par contact, donc par enzootie. Il y a un cycle qui se déroule entre les rongeurs. Donc les rongeurs en communauté sont très en contact, donc ils vont se rentrer en contact, donc ils vont rentrer en contact entre eux. Donc c'est comme ça que les hantavirus se transmettent d'un rongeur à un autre rongeur de la même espèce, puisque là on parle d'hantavirus par espèce. D'accord? Et l'homme se contamine, le cycle il est bien clair, donc par les aérosols qui sont générés par les excréments de ces rongeurs-là. Donc c'est l'homme va, comme on dirait, donc c'est l'homme va s'incruster au niveau de ces cycles naturels de transmission des hantavirus chez les rongeurs. Existe-t-il des avancées prometteuses concernant un vaccin ou un traitement antiviral spécifique? Ouais, on en a parlé. Nous avons parlé de ça. On a dit qu'il y a eu des traitements qui ont été essayés et qui étaient efficaces contre les formes sévères. Qu'il y a eu des vaccins qui ont été utilisés en Asie, mais pour l'espèce américaine, pas encore. Mais il y a des candidats vaccins qui sont en train d'être élaborés parce que ça pose un problème de santé publique dans certains endroits géographiques, certaines zones géographiques en Amérique. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'elle est immunisante? La question, est-ce qu'elle est immunisante? Donc, il y a très peu de données par rapport à ça au jour d'aujourd'hui, puisque l'infection n'est pas très importante pour ce que important. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de données scientifiques pour dire est-ce que l'infection elle va laisser une infection immunisante contre d'autres réinfections. Voilà, donc il y a très peu de données scientifiques qui confirment ou bien informent par rapport. Mais l'infection n'est pas. Donc, s'il pourrait être immunisante, c'est par rapport aux mêmes espèces. Mais par rapport à d'autres espèces, ça, c'est pas possible, en quelque sorte, puisque c'est des espèces différentes. Mais par rapport à la même espèce, donc, je pense par le recul scientifique, il n'y a pas de données qui sont rapportées dans la littérature par rapport à l'immunisation par la même espèce. Je ne sais pas, Dr Zéro, si tu pourrais. Oui, d'ailleurs, bon. La vaccination qui a été créée en Asie ou en Corée, c'est des vaccinations qui touchent des souches virales bien précises. Donc, on ne peut pas avoir un vaccin qui va englober toutes les souches virales. Donc, certainement, il peut exister une immunité, mais liée à l'espèce. Est-ce qu'il y a des tests antigéniques qui ont été développés et est-ce qu'un sujet asymptomatique peut avoir une PCR positif et être donc contagieux avant l'apparition de la symptomatologie? Donc pour les tests antigéniques, il existe certains tests, mais pas pour virus Ondes. Puisque comme on a dit tout à l'heure, donc l'infection elle est endémique en Europe, et dans l'Europe, il y a certains tests antigéniques pour les espèces européennes ou peut-être pour les espèces asiatiques. Mais pour cette espèce-là, donc le virus Ondes, il n'y a pas de test antigénique pour le moment. Ensuite, par rapport à la question PCR, je n'ai pas bien entendu. La PCR, c'est les 10 premiers jours. Ça a été. Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question pour la PCR, s'il vous plaît? Est-ce qu'un sujet asymptomatique peut avoir une PCR positive et être donc contagieux avant l'apparition de symptomatologie? Oui, on a dit que la contagiosité, généralement, elle est calquée sur le début des symptômes cliniques. On peut détecter des patients avec PCR positif, mais avec le niveau de la charge virale, elle est faible pour déclencher par la suite une contagiosité de la personne qui est asymptomatique par sa PCR. Donc, généralement, actuellement, ce qui est accepté, que la contagiosité de la personne, elle est associée au début de la maladie, avec la maladie. Et même la période de contagiosité, elle est courte. Je pense qu'elle est de 3 à 4 jours maximum. Ce n'est pas la maladie respiratoire au sens propre du terme. Donc, on peut avoir une contamination par les gouttelettes respiratoires chez les personnes symptomatiques qui ont la forme pulmonaire américaine Andes, mais ce n'est pas la maladie respiratoire, ce n'est pas le virus de la grippe ou bien la Covid pour comparer ces deux entités. Non, ce n'est pas le cas.
Professeur Hached, la sérologie est-elle disponible actuellement à l'IPA? Oui, oui, on a la sérologie, on utilise des tests sérologiques. Il y a des kits qui sont commercialisés. Donc, nous, avant cet épisode-là, donc on a toujours travaillé sur les hantavirus, il y a le risque des hantavirus dans l'ancien monde. Donc, on n'est pas à l'abri. Donc, c'est pour ça on a cette activité en routine, puisqu'on est plus proche du continent européen, de l'Asie. Donc, le risque par rapport aux hantavirus de l'ancien monde, elle existe. Donc, c'est pour ça qu'on a les outils nécessaires pour le diagnostic de l'infection hantavirus. Alors, il y a une question, je ne sais pas si je devrais la lire. Les moutons importés peuvent-ils transmettre le virus Hanta? Les Vous voulez répondre comme les moutons peuvent-ils transmettre le virus Hanta? Les moutons. Bon. Bah, c'est un virus des rongeurs, c'est pas un virus des moutons déjà. Voilà, donc scientifiquement parlant, il n'y a pas de moutons qui sont infectés par les hantavirus. Bah, ça n'a pas été rapporté dans la littérature. Donc, c'est une maladie des rongeurs, c'est une maladie enzootique chez les rongeurs. Et l'homme, pour certaines espèces, ça peut s'infecter à partir des excréments des rongeurs. Si vous vous rappelez de la première plaque qu'on a fait pour l'épidémiologie, on a dit que le virus est dans l'environnement, mais il ne va pas être transmis à l'être humain. Par exemple, il y a les prédateurs des rongeurs. Ils ont le virus, mais ils ne le transmettent pas à l'être humain. Parce qu'ils ne le répliquent pas. D'accord. Donc, c'est comme pour l'être humain. Logiquement parlant, on ne réplique pas vraiment le virus au niveau de notre corps. Et donc, du coup, la transmission interhumaine reste très, très, très faible. Sauf pour une forme particulière qui est la forme Andes. Donc, parler des moutons comme potentiel risque, je pense que ça ne se discute même pas. Alors, pour l'ECMO, au cours d'un syndrome hémorragique, il sera aggravé avec apparition de CIVD, ce qui rend la prise en charge très lourde. On veut savoir le taux de réussite par ECMO dans des pays où les moyens de laboratoire, à savoir le son, et les plaquettes sont très limitées. Alors, pour l'ECMO, on n'a pas de réanimateur avec nous, mais l'ECMO devient un moyen indispensable dans les services de réanimation. Parce que nous avons par exemple des cas de leptospirose où l'atteinte pulmonaire, quand elle est là, elle est aussi grave que l'atteinte de l'hantavirus Andes. Et les malades nécessitent de l'ECMO. Parce que l'intubation ordinaire ne donne rien. Et les phénomènes hémorragiques, justement, sont là. Donc, il fallait aller vers l'ECMO. On n'a pas une idée par rapport à l'efficacité de l'ECMO en Algérie, mais par rapport aux leptospirose, par exemple, pris en charge ailleurs, l'ECMO est un moyen très sûr et très efficace pour lutter contre l'OAP lésionnelle liée à la leptospirose. Donc, je pense que si nous n'avons pas eu de cas, je ne peux pas parler. Les Américains parlent d'une baisse de la mortalité pratiquement jusqu'à 15%, parce que les patients ont bénéficié de l'ECMO. Sans ça, je ne peux pas dire plus. Deuxième question. Un médecin généraliste qui sont en premier degré pour diagnostiquer un traitement symptomatique. On parle de médecin, c'est la détection des clones. Alors là, il y a une question qui parle du rôle du médecin généraliste. Le médecin généraliste. Elle est bien cette question. Comment? Elle est bien cette question. Oui. Je pense que le rôle du médecin généraliste, c'est essentiel parce que c'est la première personne qui risque d'être confrontée à un cas. Et un médecin généraliste est dans l'obligation de poser les bonnes questions. Parce que quand on pose les bonnes questions, on peut faire un bon tri. Maintenant, j'ai un tableau d'un syndrome grippal simple, j'ai un tableau de néphrite, j'ai un tableau de syndrome hémorragique, et parce que j'ai entendu parler d'un hantavirus, je classe directement mon patient
dans la case d'hantavirus. J'ai oublié qu'il fallait poser les bonnes questions épidémiologiques. Est-ce qu'il y a eu une notion de voyage dans une zone d'endémie? Est-ce que cette personne était dans le cluster, donc les cas qui ont été confirmés, ou il était en contact avec un cas qui a été confirmé? Parce que là, il va répondre à la définition que vous avez vue tout à l'heure dans l'instruction ministérielle. Un cas suspect. D'accord? Si le patient ne fait pas partie d'un cas suspect, il faut que je cherche ailleurs. Je cherche d'autres pathologies qui risquent d'être graves. C'est dommage de voir que devant un purpura fébrile, je n'évoque pas, par exemple, un méningocoque. Et j'évoque autre chose. Parce que j'ai entendu parler d'une maladie quelconque. Non, il faut bien poser les bonnes questions, surtout les questions épidémiologiques, avant d'orienter le patient vers tel ou tel avis spécialisé. Une endotélite. Oui, ça mérite une réponse. Bon, ça va. Il y a une mise au point qui a été faite par un collègue. Il parle d'une endotélite aiguë généralisée, oui. Ça ressemble un petit peu à l'endotélite de la leptospirose et toutes les maladies qui donnent une vascularite généralisée. Spécifique pour le nouveau cas de morsure de rat. Alors, pour les morsures de rat, à chaque fois, on nous pose la question, est-ce qu'il y a un protocole particulier? Alors, les morsures de rat méritent les mêmes soins de base devant toute morsure ou griffure. Ça, c'est la première des choses. Je nettoie, je laisse à l'air libre et je répète les soins jusqu'à ce que la lésion guérisse. Deuxièmement, on doit donner un traitement antibiotique pour éviter des maladies qui sont plus graves, telles que la peste, telles que la tularemie et certains. Donc, ça, c'est très important. Et il n'y a aucune vaccination ni une sérothérapie à faire parce que les gens mélangent entre les morsures de rat et les morsures de chat ou de chien. Là, ça mérite une vaccination et une sérothérapie anti-rabique. Là, ce n'est pas le cas. D'accord? C'est le même protocole. Des soins locaux et une antibiothérapie pendant 5 jours. Juste à signaler qu'on a partagé les communications dans le chat. Donc, vous pouvez les télécharger. Les gens qui ont raté certains passages, ils peuvent les voir, les visionner à tête reposée. Présentation. J'ai parlé pour les ramener à rencontrer plus qu'un seul. Oui, il y a une question par rapport le risque de l'Algérie par rapport aux souches d'hantavirus. Oui, compte tenu actuellement, il n'y a pas de description scientifique, de rapport scientifique qui rapporte des hantavirus en Algérie. Peut-être on n'a pas recherché, peut-être il n'y a pas même sur le plan clinique, sur le plan épidémiologique, il n'y a pas un signalement de syndrome clinique bien particulier qui atteint un certain signe d'alerte. On a eu des épidémies en 2007, d'une néphrite épidémique, je pense, dans la région de Belambès, mais ça n'a pas été confirmé formellement sur le plan virologique. Mais à part ça, il n'y a pas de risque. Donc, par rapport au risque, par rapport aux hantavirus, principalement le risque est par rapport à la souche Sioule, puisqu'elle est transmise par le réservoir, c'est le réservoir, c'est le Rattus norvegicus, c'est le rat gris, le rat des égaux qu'on connaît. Donc, c'est un réservoir, il existe chez nous potentiel. Donc, ça, c'est ça, principalement le risque. Et surtout, les risques d'importation de la souche Sioule dans d'autres régions du monde. Donc, ça a été rapporté dans la littérature. Mais pour les souches du continent américain, le risque il est très faible puisque, comme je le dis, je le répète toujours, les hantavirus sont
intimement associé au type de rongeur qui le porte. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses par rapport à ça. Il y a une question que je viens de lire et qui me paraît un petit peu... c'est bien de répondre à cette question. Les gens parlent d'une dératisation à grande échelle pour essayer de faire face à certaines maladies. Là, si on veut intervenir sur l'environnement, il faut le faire d'une manière intelligente après des études. Commencer à faire une dératisation, je ne sais pas qu'est-ce que ça va créer par la suite. Quel est l'impact de notre action sur l'environnement? Et on a parlé d'une seule santé. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Il faut voir l'environnement, comment il évolue, comment je peux l'impacter positivement, voir la santé animale et bien sûr s'intéresser à la santé humaine. Bien sûr, la dératisation doit être faite par des professionnels. Et quand on parle de dératisation, donc ça suit les protocoles standards qu'on fait, surtout au milieu urbain, donc tout ce qu'on fait. Mais au niveau sauvage, au niveau de la faune sauvage, donc on peut rien faire. Hein, donc il faut pas perturber l'écosystème naturel, puisqu'à chaque fois qu'on perturbe l'écosystème naturel, c'est là où on peut avoir des surprises. Mais au niveau urbain, au niveau des habitations, c'est les règles standards et d'usage qui sont applicables pour réduire le risque le risque des rongeurs au niveau, pour prévenir les autres maladies éventuellement qui peuvent être transmises par les rongeurs, comme la leptospirose qui pose actuellement problème chez nous, monsieur. Donc, on a fait le tour, hein? Quand de voyage, que quand doit-on demander la chirurgie? Comment faire les prénoms pour le diagnostic? En fait, il y a des questions qui sont déjà présentes, elles sont déjà dans les présentations, donc on invite les collègues qui, pour certaines questions, donc elles ont été déjà détaillées dans les présentations. Donc on a partagé les présentations, vous pouvez revenir, vous trouvez toutes les réponses par rapport à ça, hein, par rapport aux types de prélèvements et tout ça. Donc tout ça, ça a été dit dans les présentations. Le mode de transmission intérim, hein, donc ça a été bien développé. Voilà. Les cas de guérison, peut-être il va. Bien sûr, quand on parle de formes graves, ça sous-entend que les autres formes n'étaient pas graves et donc la guérison était spontanée. Alors, par contre, les formes graves méritent une prise en charge spécialisée. D'accord? Surtout pour les formes pulmonaires américaines qui méritent une hospitalisation en réanimation. Et donc, j'ai parlé de dispositif ECMO, donc pas n'importe quel service de réanimation, un service de réanimation doté d'un dispositif ECMO. Donc, il y a des guérisons spontanées. Oui. Il y a une question qui demande comment rassurer la population générale pour éviter la panique disproportionnée. Je pense que ça a été dit, hein, on a dit que on doit être vigilant, mais sans avoir peur. Ça, c'est très important, ça. Puisque c'est un virus qui est connu, c'est pas la première fois qu'il nous donne des cas de transmission interhumaine. Et tous les foyers de ces transmissions interhumaines de ce virus-là, ils sont cantonnés au niveau de continent américain, l'Amérique du Sud. Donc, c'est la première fois où il y a eu des cas d'exportation des cas, mais tous les foyers, ils sont restreints. Et en Algérie, le risque, on n'a pas le réservoir de ce virus-là chez nous. On n'a pas un flux de communication, bien un flux de relations avec ces pays-là, c'était très, très faible. Donc, c'est pour ça que l'évaluation qui a été faite, donc le niveau de risque pour notre pays est faible. Mais on doit rester vigilant, puisqu'on peut avoir des personnes qui vont aller dans ces régions-là, ou bien on ne sait pas donc c'est le niveau de déplacement des personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, tout en étant que le risque il demeure faible pour notre pays. Docteur Zéro, il peut rajouter quelque chose? Et il y a des canaux pour avoir l'information juste et fidèle. On a notre ministère, on a un point focal RSI au niveau du ministère de la Santé qui nous informe à chaque fois par rapport à des situations épidémiologiques ou bien des épidémies qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Donc, informer par rapport à leur existence ne veut pas dire que on est menacé. C'est pour dire que on se prépare. Il faut qu'on reste toujours vigilant et qu'on se prépare. On informe la population pour qu'ils sachent
qu'il y a des maladies qui circulent et on veut bien que les gens évitent d'écouter les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi et ils diffusent des informations totalement faussées et au lieu de consulter le site OMS ou bien CDC ou bien voir les autorités sanitaires locales, on commence à propager des informations qui sont totalement fausses. Docteur Gougen, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc je ne sais pas si quelles sont les maladies les plus graves. On a déjà répondu à cette question-là. Est-il un risque cet été en Algérie? On a dit que le risque il est faible là. L'histoire du masque, vous l'avez vu? Comment? Pardon? Le masque. Quel type de masque faut-il porter? Attendez. Alors, elle est où cette... Il y a beaucoup de questions. Ça va faire... Ça dépend du la contexte. transmission. Oui, ça dépend du contexte. J'ai une personne qui travaille au labo qui manipule des prélèvements. Il faut les manipuler dans un environnement P3. Donc, il faut pas uniquement le masque, mais toute une combinaison à prendre. C'est pas la maladie respiratoire au sens propre. Les fines gouttelettes. D'accord? Donc, un masque chirurgical suffit. Alors, quand on dit aux gens, quand vous êtes dans une cave et que vous allez nettoyer, il faut tout d'abord humidifier la cave. Tout à fait. Mettre le masque, bien sûr, les lunettes et les gants et commencer à balayer. Sinon, on va certainement inhaler beaucoup d'autres germes, pas uniquement ces hantavirus, hein, ça peut être autre chose. Non, il n'y a pas eu de nouveau cas. On atteint la force. Si vous voulez arrêter ou vous voulez continuer, c'est vous qui voyez, hein, avec votre charge de travail. On termine on rajoute 5 minutes jusqu'à midi, on arrête. Voilà. D'accord. Donc, Okay. Donc, sélectionnez les questions où il n'y a pas de répétition. Voilà. Puisque l'Algérie, est une région endémique, quelle est la situation épidémiologique? Non, l'Algérie n'est pas une région endémique pour l'hantavirus, hein, donc il n'y a pas formellement des cas de hantavirus rapportés dans notre pays. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas. On le répète encore une fois, il y avait des alertes dans le passé, mais n'ont pas été confirmées réellement sur le plan, bien documenté sur le plan virologique. Mais on reste vigilant, puisqu'on a dit chaque type de rongeur peut avoir son espèce d'hantavirus. Il y a certains rongeurs chinaux, comme le ratis norvégique, c'est le rat gris des égaux, donc, qui a été rapporté dans le pays qui peut transmettre la souche Sioule de hantavirus. Donc, on reste vigilant par rapport à ça. Donc, nos cliniciens, nos infectiologues, ils sont bien conscients de ça. Donc, ça suit le cheminement ordinaire. Bon, quand il y a des suspicions, donc on sollicite le laboratoire pour des confinements, pour des confirmations. Voilà. Mais il n'y a pas d'alerte dans notre pays. Au jour d'aujourd'hui, n'est pas une région connue pour la circulation des hantavirus. Et justement, dans ce sens-là, c'est un rat qui est commun entre l'ancien monde et notre pays. Donc, on risque d'avoir des souches virales de l'ancien monde, mais pas les souches andes ou bien les souches américaines. Ça, c'est très important également de préciser. Et je voulais rajouter juste une chose, que dans la littérature scientifique, pour la souche andes, ça n'a pas été rapporté des cas d'exportation de la souche andes dans d'autres pays et l'installation de cette souche-là dans d'autres pays, par exemple comme les États-Unis, qui est très proche de l'Argentine. Il y avait des cas d'exportation, mais il n'y a pas des cas d'installation de cette souche-là au niveau local, puisque tout simplement, le réservoir de cette souche-là n'existe pas dans d'autres régions du monde. Voilà. Même pour, par exemple, si on prend la souche pupale qui circule en Europe, il n'y a pas de cas décrit dans la littérature d'exportation de cette souche-là et l'implantation de cette souche-là dans d'autres régions du monde, tout simplement parce que le rongeur, le réservoir spécifique à cette souche-là n'existe pas dans ces régions du monde. Alors, les communications sont partagées. À vous de voir. Moi, je l'ai vu. Ils sont existants. Oui. On les a partagés. Il y a des gens qui disent elle est partagée. Il y a une question par rapport au risque significatif d'une mutation de ce virus-là. Oui, c'est un virus ARN, donc comme tout virus ARN, donc ils sont sujets à mutation, donc c'est un virus qui sont connus pour pouvoir muter. C'est des virus segmentés,
Donc, ils peuvent échanger des segments avec d'autres types avec des antivirus. Mais les données actuellement disponibles, avec je parle de virus Andes, il n'y a pas beaucoup de mutations qui ont été rapportées au niveau des souches, que ce soit l'épidémie actuelle, il y avait quelques souches, ou bien les cas groupés de 2018, où pratiquement toutes les souches qui ont été séquencées, il y a très peu de mutations, variabilité génétique contre les souches. Et même ce qu'on a constaté, ils ont fait des études expérimentales chez les animaux de laboratoire. Quand on prend une souche de souris ou bien de rongeurs, par exemple, l'Andes, on va le tester sur des rongeurs, donc elle est très mortelle. Et si on prend une souche qui a été isolée chez un patient, on va l'expérimenter chez des hamsters de laboratoire, la souche, elle perd de son infectiosité. Donc là, donc la transmission chez l'être humain, ça ne confère pas à la souche un avantage en termes de pathogénicité. On pense que la souche commence à perdre un peu de son pathogénicité, ça c'est les données du laboratoire. Mais sur le plan théorique, c'est un virus aérien qui peut muter. Mais sur le plan réel actuellement, sur les données de laboratoire, il n'y a pas de mutations importantes qui ont été, qui ont un avantage sélectif sur les souches qui a été rapporté pour le moment sur les données scientifiques actuellement disponibles. Le mouton, qui revient le mouton ici. Période d'incubation paraît très longue, on a répondu sur ça. La question sur les comment, ça a été déjà répondu. Le nombre total de cas actuels à travers le monde. Si on parle de l'Andes actuelle, je pense qu'on est à 11 cas. Oui. 8 confirmés. Voilà, et 3 décès. Voilà, ça, c'est les dernières statistiques rapportées par l'OMS. Nombre d'otilytes, ça a été répondu. OK. Je pense qu'il y a les questions qui se répètent. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Hein. Puisqu'on est en train de défiler les questions des collègues là, qui sont présents dans le Zoom. Pratiquement, c'est des questions qui reviennent. Hein. Moi j'ai une question pour vous. Comment rassurer tous ces gens? Il y a des questions où on sent l'inquiétude. Je ne sais pas pourquoi. Alors que les gestes sont simples. On est inquiet parce qu'on est toujours traumatisé par rapport à l'expérience Covid-19. Tout à fait. Et maintenant, on accepte mal les informations qui parlent de l'état de santé. On a l'impression qu'il y a une nouvelle menace, il y a de la conspiration, il y a du tout. Et les gens, quand on les informe, comme si on est en train de leur dire, attention, ça va être le couvre-feu. Donc, je pense que c'est par rapport à ça. Il faut qu'on s'habitue à partager l'information. Il faut donner l'information d'une manière très douce pour dire qu'on se prépare à tout événement possible. Professeur Zeroual, une instruction n'est pas là parce qu'il y a des cas. Elle est là à titre préventif. Tout à fait. Il faut qu'ils le comprennent. Et que lire ces instructions est très important. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une question par rapport à la Coupe du Monde et le risque épidémique et tout ça. Elle est juste là. Bon, on a déjà expliqué ça. Hein, donc, pour qu'il y ait une transmission, il faut un contact très rapproché. Donc, voilà. Donc, une Coupe du Monde. Donc, après, les pays où va se dérouler cette Coupe du Monde, donc, il va prendre des mesures par rapport à ça, comme on le fait, nous, en notre pays, par rapport au niveau des frontières, au niveau des points d'entrée. Donc, je pense qu'il y aura toutes des mesures spécifiques qui vont être prises par rapport à ça. Et même en termes de transmission, c'est pas comme le Covid, on n'est pas au même niveau. Donc, vraiment, il faut être très proche de cas malades pour éventuellement risquer d'attraper cette maladie-là. Donc, voilà. Donc, je pense que les risques, ils demeurent toujours faibles selon on rejoint l'évaluation qui a été faite par l'OMS, que le risque, il est faible au niveau mondial. Et je pense que pour les hadiths, des précautions vont être prises et dans le sens par rapport à leur retour. Hein. Ça, ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, je pense qu'on a pu tout regardé comme ça, vraiment. Barakallahu fikum. Merci la jeunesse. À d'autres occasions, à d'autres occasions. Merci. Assalamu alaikum. Dirigateur. Oui.